Merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Avis du Conseil constitutionnel sur le projet de réforme de la Constitution. 45 juristes ont publié un manifeste dans lequel ils critiquent l'argumentaire des 5 sages. Ces professeurs agrégés, docteurs en droit et sciences politiques sont catégoriques. L'avis du Conseil constitutionnel n'est pas une décision et il ne lie guère le chef de l'État. Je vous propose de suivre les explications avec Chérif Dia. Tout simplement historique. Un manifeste aux allures d'une correction de l'avis du Conseil constitutionnel sur la réduction du mandat présidentiel. Les signataires ne sont pas n'importe qui, car faisant partie de la crème des universités Cheikh Anta Diop de Dakar, Gaston Berger de Saint-Louis, Assane Seck de Ziguinchor, entre autres. Ils sont 45 juristes, dont 14 professeurs agrégés des facultés de droit, 26 docteurs en droit et 4 docteurs en sciences politiques. Parmi eux, des enseignants connus et reconnus, les professeurs Babacar Gueye, Pape Dembossi, Paul Ngom, entre autres enseignants agrégés de la faculté de droit de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. En passant au peigne fin le document rendu par le Conseil constitutionnel, ces spécialistes du droit rejettent les arguments du président Macky Sall qui a invoqué l'article 92 de la Constitution. À leur avis, la convocation de cette disposition est superfétatoire et relève, souligne-t-il, d'un subterfuge juridique pour accomplir un dessein personnel. Il ajoute que la référence à l'article 92 de la Constitution n'est pertinente que dans le cadre d'une décision, ce qui, selon eux, n'est juridiquement pas le cas. En outre, les signataires du manifeste s'adressent au chef de l'État en ces termes. Non, Monsieur le Président, le Conseil n'a pas rendu une décision, mais un avis qui ne vous lie pas. Autre curiosité, selon eux, l'incapacité du Conseil constitutionnel à fonder son argumentaire sur la substance des dispositions de la Constitution, alors que la juridiction s'est toujours enfermée dans le carcan matériel tel que défini dans la Constitution pour apprécier sa compétence. Les 45 professeurs de droit s'interrogent sur la démarche de la juridiction. Première question. Par cet argumentaire, le Conseil constitutionnel ne crée-t-il pas des dispositions intangibles alors que seule la forme républicaine de l'État a toujours constitué la limite matérielle au pouvoir de révision? Le Conseil ne préempte-t-il pas la volonté du peuple souverain suprême qui aurait eu le dernier mot sur la réduction du mandat en cours? À la fin du manifeste, les 45 signataires motivent leur acte. C'est dans le but, selon eux, de se désolidariser de cette présentation du droit comme une discipline où la ruse, la rhétorique creuse officie en maîtresse. Pour eux, l'argumentaire du Conseil participe d'une dépréciation de l'enseignement de la science juridique dont l'institution universitaire, à travers la faculté de droit, se trouve investie, et que les lignes de ce manifeste sont une invite à tous les acteurs à prendre le droit au sérieux. Pour rappel, certains signataires comme les professeurs Babacar Gueye, Abdoulaye Gueye, Ababacar Gueye, Ousmane Kouma, entre autres, avaient lancé l'alerte avant la publication de l'avis du Conseil constitutionnel. Et puis le professeur Abdelaziz Diouf, l'un des initiateurs du manifeste, revient sur les motifs de sa publication. Il soutient leur volonté n'est pas de déstabiliser quiconque. Ibrahim Diouf. Une autre frange de la population se démarque. 45 professeurs de droit et de sciences politiques, tous signataires d'une pétition, un manifeste pour dire non aux réformes constitutionnelles. Cette initiative a pour ambition simple de restaurer la dignité du droit. Pas plus ni moins. Parce qu'effectivement, depuis que la question de la réduction du mandat a été présentée dans l'espace social, l'imaginaire collectif, en tout cas, pas mal de Sénégalais étaient convaincus que la science du droit était installée dans une définitive relativité. Un projet de révision constitutionnelle qui comportait 15 mesures. Les 45 signataires, tous professionnels du droit, s'opposent à sa mise en œuvre. En termes techniques, le droit n'a pas été dit par le Conseil constitutionnel. Peut-être maintenant, il a dit son droit. Mais par rapport à la tradition juridique, par rapport à la transmission du droit, par rapport à l'enseignement du droit, en toute modestie, malheureusement, le Conseil constitutionnel a passé outre, en tout cas par rapport aux attentes minimales du droit.
Une autre controverse autour de l'interprétation de l'avis du Conseil constitutionnel, les camarades du professeur Abdoulaziz Diouf ne comptent pas se lancer dans d'autres formes de combat. On n'a ni la prétention, encore moins l'ambition d'être en conflit avec qui que ce soit ou avec quoi que ce soit. Que le droit, quoi qu'on puisse dire, commence dans l'espace universitaire en termes d'apprentissage. Étant acteur donc dans la formulation du droit, indirectement, voire directement, on était interpellé par rapport à cet avis du Conseil constitutionnel. Le référendum du 20 mars, c'est dans quelques semaines. Les 45 signataires de la pétition, conformément à leur vécu d'enseignant de droit, disent non au projet de réforme constitutionnelle. Et puis justement, référendum du 20 mars 2016, selon Maodo Malick Mbaye, la victoire du non ne pourrait remettre en cause la légitimité du chef de l'État. Le leader du mouvement Gumsebop soutient que des sympathisants du président de la République voteront non pour s'opposer à la restauration du quinquennat. Lui, par contre, promet de voter oui. Il était l'invité du 13h. Il est interrogé par Chérif Dia. Il faut qu'on fasse très attention. Parce qu'aujourd'hui, il y a les partisans du oui et du non. Je voulais tout simplement dire que moi, mon point de vue personnel, c'est que tous ceux qui disent non ne le disent pas contre le président Macky Sall, contre sa légitimité, contre sa présence à la tête de l'État. Il y a des amis, beaucoup de citoyens sénégalais qui vont dire non parce qu'ils veulent que le septennat s'instaure et que le président Macky Sall en 2019, fasse un autre septennat. Donc, il faut qu'on fasse très attention. Qu'il y a aujourd'hui le front du oui, les gens en parlent comme ça, mais il faudra qu'on fasse très attention à savoir que le non n'est pas synonyme d'un rejet de la légitimité du président. L'idéal serait que le président ait un oui massif, mais je dis une fois encore que les partisans du non, il y a des partisans du président de la République qui vont voter non, parce que tout simplement, ils veulent que le président de la République, en 2019, ait un autre mandat. Moi, je vais voter oui. Je vais voter oui parce que les mesures qui sont inscrites dans ce projet de réforme constitutionnelle sont des mesures extrêmement révolutionnaires. Le président Macky Sall appelle les partis de l'opposition et une partie de la société civile à la concertation. Le PDS et le Front du Non se montrent réticents. Il estime que le chef de l'État avait 4 ans devant lui pour engager le dialogue avec l'opposition. La priorité pour eux est à la campagne pour le triomphe du non. Plus d'explications avec Nafissa Toussila. Des concertations entre le président Macky Sall, l'opposition et la société civile, c'est bien possible. Et pour l'administrateur de l'APR, le président a toujours été dans cette logique. Appeler à la concertation n'est qu'une répétition de la part du président de la République. Il est constant sur cet aspect-là. Et selon moi, il n'a pas du tout changé dans son style de gouvernance. Et dans une organisation humaine, s'il y a de l'incompréhension, il est absolument utile et jamais trop tard de se remettre sur la table et de s'expliquer, de communiquer afin que les uns et les autres sachent à quoi s'en tenir. Pour le porte-parole du Front du Non, Nyani Baina, le président Macky Sall avait largement le temps pour se concerter avec l'opposition et la société civile. C'est que le président Macky Sall avait 4 ans pour mener des concertations sérieuses. 4 ans pour le faire. Ça n'a pas été fait. Il veut enfermer tout le monde dans un mois. Ce n'est pas acceptable. C'est pour cette raison que j'ai dit que nous ne nous laisserons pas divertir. Nous voulons bien la concertation, mais la première des concertations, je pense, est celle qui a été faite par le peuple sénégalais lui-même. Ce n'est pas seulement une affaire de rencontrer une élite dirigeante et les partis politiques d'opposition ou la société civile. C'est aussi parler aux Sénégalais et la Commission lui a rendu ce que les Sénégalais pensent. Il faut toujours se demander sur quoi la concertation va porter, quelles sont les modalités et conditions du dialogue, quel est le timing, est-ce que le bon timing, quels sont les contours de cette concertation. Tout cela est très très flou. Maître Amadou Sall du PDS, lui, est formel. Son parti n'est pas dans une logique de discussion. Jamais le président n'a accepté de les recevoir. En presque 4 ans, en dépit des demandes que nous avons formulées pour le rencontrer, il refuse de nous rencontrer. Il fait son texte, son projet de référendum. Et là également, nous avons dénoncé la méthode parce que nous avions dit que nous voulons ou que nous aurions voulu
qu'il ait au moins pu en discuter avec nous. À rien. Il nous a répondu par un silence méprisant. Il a fixé une date, il y est allé de façon unilatérale pour surprendre son opposition. Et c'est lui qui est surpris par son peuple, par la réaction de son peuple. Alors, tel est pris qu'il croyait prendre. Pour l'heure, il reste moins de 4 semaines pour la tenue du référendum pour battre campagne. Le temps se montre court pour accueillir des concertations. Nafissa Toussila Pendambo se félicite de l'initiative du chef de l'État pour un dialogue avec l'opposition et la société civile. D'après la conseillère à la présidence, il y a un manque de dialogue entre les différents acteurs politiques. Écoutons Pendambo, ses propos sont recueillis par Chertidiane Dion et Tierno Laurent Mendy. Il y a eu peut-être jusque-là un déficit de dialogue, un déficit d'échange, même si on a créé depuis 2008 des espaces de réflexion, de discussion, d'échange. N'empêche, il y a beaucoup de passion autour de cette question du mandat, mais au-delà du mandat, du référendum. Je crois que le président de la République vient de faire une proposition qui mérite d'être prise au sérieux, c'est-à-dire qu'il va discuter. L'appel au dialogue. Je crois que la seule chose qui sied en ce moment dans ce pays, c'est un dialogue sincère, véritable, dans l'intérêt supérieur du Sénégal, mais aussi dans le sens de la consolidation de notre démocratie. Ensuite, après Benno Bokk Yakaar, il faudra discuter avec la société civile. Après la société civile, avec l'opposition sénégalaise, parce qu'au fond, quelle que soit la réforme proposée, la réforme devra dépasser le mandat de Macky Sall. En politique, à Thiès, le conseil départemental est remonté contre son président Idrissa Seck. Les conseillers ont formé un pôle dénommé Grand Bénin pour dénoncer, selon eux, les absences répétitives du président et sa mauvaise gestion. Le Grand Bénin faisait face à la presse. Compte rendu signé Seylatir et Charanta Diop. Ils sont conseillers départementaux, membres de Benno Bokk Yakaar, de And Defar Thiès et d'autres conseillers. Ces élus départementaux ont noué une alliance. Leur objectif premier, c'est d'apporter des changements au sein de l'institution départementale. Nous avons choisi de rejoindre le groupe Benno pour former une grande entité et pour mieux entretenir notre relation de travail au sein du conseil. Et j'assure aussi que je porte, et sans aucune opportunité, sans propos politicien, je viens à Benno avec en bandoulière mon oui pour le référendum du 20 mars. Donc ça, je m'engage, même en dehors de Benno, j'allais le faire. Abdoumbo et ses nouveaux alliés ne comptent pas reculer non iota pour faire face au leader de Réumi, actuel président du conseil départemental de Thiès. Pour eux, le conseil départemental appartient aux populations et non à des tierces personnes. Considérant l'insouciance des dirigeants du conseil départemental face aux problèmes des populations, préférant assouvir des ambitions personnelles et présidentielle d'un seul homme au détriment de toute une collectivité, considérant les multiples pratiques aux antipodes d'une démarche républicaine des dirigeants du Conseil. Les conseillers signataires de ce mémorandum décident à l'unanimité de se réunir autour du grand groupe Benno Bokk Yakaar. Ce groupe d'opposition se veut inclusif et travaillera à l'adhésion d'autres conseillers qui s'engagent pour les mêmes causes ci-dessus mentionnées. Notre objectif, c'est aujourd'hui d'enlever ceux qui sont à la tête de ce conseil départemental, parce que quand ils n'auront plus la majorité des conseillers, je pense que l'éthique républicaine, la responsabilité voudrait vraiment qu'ils le révérence au grand bénéfice des intérêts des populations. La bataille risque d'être rude si l'on sait que les conseillers de Réumi sont majoritaires dans le conseil départemental. À Saint-Louis, la circulation sur l'avenue Général de Gaulle et au marché Tanguiguen handicapée par le désordre qui y règne. Une situation que la mairie de Saint-Louis s'engage à régler. La brigade de surveillance a démarré ses opérations de déguerpissement. Tous les détails avec nos correspondants Ousseynou Diop et Habib Sek.
La circulation à hauteur du marché Tendiguen est difficile dans les deux sens. Vendeuses de poissons, de poulets et marchands ambulants, tous s'y retrouvent pour écouler leurs produits. Mais la brigade de surveillance est sur le qui-vive depuis quelque temps pour interdire la vente sur toute l'avenue Général de Gaulle. Il y a beaucoup de problèmes, parce que ces problèmes-là, surtout les ambulants, qui nous causent beaucoup de problèmes. Ils installent sur les trottoirs. Les gens sont obligés de marcher sur la route avec les véhicules. Ça pose problème. C'est un danger. Il y a les accidents. Chaque jour, je rencontre des difficultés sur ça. À Saint-Louis, circuler sur l'avenue Général de Gaulle pose d'énormes difficultés. Chaque jour, on note des accidents. L'avenue là est bouchée à cause des marchands ambulants, que Dieu me pardonne. Ils s'installent partout. C'est pas normal. S'il y a urgence, on ne peut pas passer. On est obligé de faire le demi-tour, la route principale de Saint-Louis. Les chauffeurs aussi, quelquefois, il y a des problèmes entre eux parce que bon, là, tout le monde est pressé. Bon, finalement, on ne comprend plus. Même pour passer le piéton, pour qu'il passe, c'est tout à fait un problème. L'équipe municipale ne compte pas baisser les bras. Le maire a promis des actions concrètes pour soulager les Saint-Louisiens. Derrière le marché aussi, donc, c'était enfermé, carrément inaccessible. En cas de sinistre, les sapeurs-pompiers ne pouvaient pas passer. Et c'est une occupation qui date de plus de 30 ans. Effectivement, comme je l'ai dit tantôt, nous avons décidé d'arranger tout ça en rendant les voies beaucoup plus fluides, beaucoup plus accessibles. C'est un travail qui va arranger toute la ville de Saint-Louis. Parce que dans ce marché, actuellement, le marché de Sor, c'est un marché qui date pratiquement depuis des siècles. Mais actuellement, on n'a eu d'accès. Il n'y a pas d'accès parce que les commerçants, ils ont tout fermé. Dans la ville de Saint-Louis, le marché Tendiguen est le seul lieu où on note des embouteillages. Un défi que tous les maires de Saint-Louis ont voulu franchir. Mais toujours, les marchands ambulants opposent leur veto. Ousseynou Diop à Louga, c'est la division au sein de l'Union démocratique des enseignants, une situation que regrettent ses membres. Sur place, les responsables ont tenu une rencontre afin de trouver des solutions à cette mésentente. Elles appellent au dépassement et invitent les anciens de l'UDEN à jouer le rôle de médiateur. Pour plus d'explications, je vous propose d'écouter l'un des membres de l'UDEN. Il s'appelle Moussa Sarr et il est au micro de Tchernofal. Après une analyse de la situation nationale, la section UDEN de Louga fustige avec la dernière énergie la scission qui sévit actuellement au sein de notre syndicat. La section UDEN invite la camarade secrétaire générale à plus de flexibilité et de souplesse pour dépasser la situation actuelle. Exhorte tous les camarades à rester vigilants et à ne pas se laisser influencer par les tentatives de morcellement de notre bien commun qu'est l'UDEN. Demande à toutes les parties en conflit à faire preuve de dépassement pour des retrouvailles autour de l'essentiel, notre unité syndicale. Sollicite les anciens pour une médiation entre les différentes parties. Vive l'UDEN! Nous allons parler santé à présent. Lutte contre le paludisme. Le programme national de lutte contre la maladie prévoit de distribuer 8 millions de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Pour l'année 2016, 17 milliards de francs CFA sont mis à disposition. Les moustiquaires imprégnés sont capables de protéger les populations de tous les moustiques, y compris le moustique tigre responsable du virus Zika. Écoutons le docteur Marie-Khémesse Ngom-Ndiaye au micro d'Aminata Mbaresso et de Maud Diop. Aujourd'hui, l'utilisation de la moustiquaire imprégnée reste une barrière mécanique, mais également qui a été étudiée avec beaucoup de recherches, avec l'expertise universitaire, mais également de tous les facteurs environnementaux. Et aujourd'hui, nous sommes sûrs que cette moustiquaire est une moustiquaire de bonne qualité et en tout cas va être une stratégie de protection véritable contre le paludisme, contre ce moustique qui connaît à faire des ravages. Cette moustiquaire, aujourd'hui, on est là pour parler du palu, mais je suis à l'aise en tant que directeur contre la maladie. Cette moustiquaire protège contre la fièvre jaune, contre ce virus Zika, mais également même contre la filariose lymphatique. C'est une barrière mécanique, je vous l'ai dit. Il y a même d'autres bestioles qui ne pourront pas pénétrer vraiment cette moustiquaire. Les acteurs communautaires ont été formés, orientés. On ne met pas la moustiquaire au niveau du soleil.
Je vous disais en sommaire, la diarrhée et la pneumonie tuent au Sénégal. 27 000 cas de décès notés en 2014. Les acteurs de la santé veulent faire face. Médecins, infirmières, sages-femmes et pédiatres sont tous réunis pour la mise en place d'une prise en charge adéquate. À l'hôpital Albert Royer de Fannes, 30 à 50% des consultations sont liées à la pneumonie. Fatou Kinedem et Ibou Sissé. C'est une atteinte inflammatoire aiguë localisée au niveau du poumon, donc particulièrement au niveau des alvéoles. Il s'agit là de la pneumonie, une infection respiratoire aiguë. Parmi les manifestations, la fièvre. Associé à la fièvre, il y a la toux. La toux, également, c'est circuit, donc toux, c'est quelque chose d'important. Donc toux plus fièvre. Et aussi, voir une modification de la respiration de l'enfant. Un enfant qui sa respiration commence à changer, c'est-à-dire faire une dyspnée, également c'est un signe de pneumonie. À cela, ajouter un autre signe qui est vraiment important, ce qu'on appelle le grunting, c'est-à-dire que le fait que l'enfant commence à gémir. La pneumonie représente 30 à 50% des consultations à l'hôpital d'enfants Albert Royer. L'urgence, réduire le taux de morbidité lié à cette infection. Les données de 2015, les données de 2014 estiment à 27 000 enfants décédés liés à la pneumonie. Donc si on fait ce ratio par jour, on voit que 10 enfants meurent de pneumonie au niveau du Sénégal. Donc ce constat, ce n'est pas juste le Sénégal, c'est au niveau mondial. Prévenir la pneumonie, c'est possible. Le fait que les enfants soient bien vaccinés par rapport au programme élargi de vaccination, ça leur permet déjà d'éviter de faire des pneumonies liées à un microbe qu'on appelle le pneumocoque, mais également d'autres causes de pneumonie telles que l'hémophilus influenzae. Donc la vaccination est d'abord la première mesure. Hormis la vaccination, c'est surtout également une prise en charge correcte et adéquate. Par ailleurs, certains facteurs de risque inquiètent encore des pathologies comme la drépanocytose, le VIH, mais surtout les déficits immunitaires. Et puis face aux nombreux cas de pneumonie et de diarrhée, il faut faciliter l'accès aux soins pour les populations installées dans la banlieue dakaroise. C'est l'avis du docteur Oumar Sarr, médecin-chef de la région médicale de Dakar. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Fatou Kinedem et Ibou Sissé. Et les statistiques nous ont montré que actuellement, la principale cause ou bien les principales causes de maladies et de décès chez les enfants sont la diarrhée et la pneumonie. La population de Dakar augmente presque tous les jours. Il y a des zones d'extension, surtout au niveau du district de Kermassar et de Rufisque. Et il faut accompagner en tout cas l'installation des populations avec des structures sanitaires adaptées, notamment des postes de santé et des maternités. Et cela aussi, nous l'avons pris en compte dans nos PTA, dans nos plans de travail annuels. Et nous allons travailler avec les collectivités locales, avec l'État, pour pouvoir en tout cas régler ce problème. Changeons de sujet et penchons-nous à présent sur cette enquête menée par la plateforme des acteurs non étatiques. Les résultats de cette enquête révèlent que la majorité des Sénégalais ne connaît pas les corps de contrôle de l'État. Une étude faite dans les régions de Dakar, Kédougou, Tambacounda, Matam en 2015. Elle veut aider à renforcer les mécanismes de contrôle pour lutter efficacement contre la fraude et la corruption. La plateforme des acteurs non étatiques était en atelier ce matin, compte rendu signé Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dian. Environ 70 parties prenantes, des membres de la société civile, des corps de contrôle de l'État, entre autres, pour une réflexion commune. Comment faire pour mettre en place un dispositif fédérateur, être au cœur du contrôle citoyen. La plateforme des acteurs non étatiques montre la voie des stratégies qui passent par la sensibilisation et le renforcement des capacités. Les populations ont un droit de regard par rapport à la chose publique. C'est pourquoi nous sommes pour l'implication, en tout cas, des populations, ne serait-ce qu'à titre d'observation. Parce que nous ne pouvons pas aussi, il ne faut pas se faire des idées, nous ne pouvons pas nous substituer quand même aux autorités étatiques dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques. Mais tout ce que nous demandons, c'est de jouer ce rôle de veille et d'alerte afin que les objectifs
définis dans ce cadre soient atteints, afin que ces derniers expriment leurs besoins. Et nous, en tant que responsables maintenant, ce sont ces besoins que nous portons au niveau de la sphère étatique. L'OFNAC apporte son soutien dans la sensibilisation et la lutte contre la fraude et la corruption. Il y a 2 organes de contrôle qui sont concernés, c'est l'ARMP et la Cour des comptes. Donc sur ça, nous sommes là en expectative, nous attendons. Nous pensons que nous travaillons dans le même sillage que la Cour des comptes et donc l'autre est l'ARMP. L'OFNAC va contribuer et va participer en tant qu'organe de contrôle et évidemment organe chargé de la lutte contre la corruption. L'interpellation citoyenne des corps de contrôle et de régulation de l'État en est à sa phase pilote. Les différents acteurs comptent renforcer la transparence, créer une synergie d'action. Au Maroc, la visite économique d'une délégation d'élus locaux du Sénégal a pris fin hier, mercredi. La vingtaine de maires a fait cap sur la France. Le réseau d'appui aux initiatives de développement économique est actuellement à Paris pour les besoins du Salon de l'agriculture. Objectif, aider les maires à faire face aux défis de l'acte 3 de la décentralisation. La présidente du RED s'est entretenue au téléphone avec Pape Abdoulaye Der. Je vous propose de l'écouter. On s'apprête à aller au Salon de l'agriculture avec une cinquantaine de maires, une délégation d'une cinquantaine de personnes composée d'élus et de femmes leaders. Par la même occasion, pendant le Salon de l'agriculture, nous allons lancer un projet que nous avons eu à élaborer ensemble, je dirais bien ensemble avec les collectivités locales, qui s'appelle RED, Réseau d'appui aux initiatives de développement économique. Donc ça va être un réseau qui va rassembler collectivités locales, leaders économiques et partenaires au développement, que ce soit nationaux ou internationaux. Donc ce sera un point de presse qui se tiendra à Paris et nous espérons que nous espérons avoir l'adhésion de toutes les collectivités locales sénégalaises. Voilà, Pape Abdoulaye Der qui est notre envoyé spécial à Paris. On parle de toute autre chose, de l'essor des services de pressing. Et cher Tidiane, la baisse des températures n'y est pas pour rien. C'est la traite chez eux en ce moment, même si certains clients n'honorent pas leurs engagements. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage signé Cher Tidiane John et Younous Diatta. Dans cette laverie automatique 6 au HLM Grand Yoff, toutes les machines à laver tournent à plein régime. Ici, le linge de couverture et habit lourd occupe bien avec le froid qui s'est bien installé. Après, dans la semaine, tu peux avoir 14 ou 15 couvertures. Parfois, il y a des gens qui viennent récupérer, mais les autres laissent ici leurs couvertures pendant quelques jours, mais après, ils vont venir récupérer ça. Cap sur Scat Urbam, autre pressing, autre décor, même difficulté. Chez Madame Da Silva et Monsieur Yoroba, on constate des couvertures en souffrance. Pour Yoroba, leur local sert finalement de valise. Il y a des couvertures qui ont fait, ils me disent qu'ils ont oublié. Moi, je les appelle. Ils me disent qu'ils vont venir, ils ne viennent pas. Si les gens ne viennent pas récupérer leur couverture, ça fait quelque chose. am na yoo xamante ne sax li ëpp na fii 2 ans ñu ngi fi ba tey jël seeguñu ko. Pour dire vrai, il y a plusieurs couvertures et habits lourds que je garde avec moi depuis près de 2 ans. Chaque jour, j'entends tous les alibis. Par exemple, j'étais parti en voyage, j'avais oublié, entre autres prétextes, mon local sert de valise pour certains de nos clients. Pour ces professionnels du pressing et du nettoyage à sec, la gestion des articles non récupérés reste un fardeau auquel s'ajoute la location, le coût des produits et la gestion du personnel. Et puis le port autonome de Dakar a procédé à la remise de diplômes aux auditeurs de la 10e promotion du certificat de gestion portuaire, un diplôme qui participe à rendre plus performants les agents du port et l'entreprise par la même occasion, selon l'un de ses dirigeants. Je vous propose de suivre ces propos recueillis par Khadim Sissé. Avec ce certificat, les travailleurs du port deviennent plus performants. Donc, en apportant leur savoir-faire et leur connaissance et leurs compétences au port, le port deviendra plus compétitif dans la région et dans la sous-région. Les travailleurs
comme simplement quelque chose de rentable. Il faut les considérer comme une compétence, les prendre en tant que tels, les ménager en tant que tels, pour que les faire collaborer à la réussite de l'entreprise. Je vous disais dans les titres de la réorganisation au sein de la direction technique nationale de basketball. Porfirio Fisac de Diego succède à Chersar à la tête de l'équipe nationale de basket masculine. Le technicien espagnol a paraphé avec les Lions un contrat de 2 ans chez les filles. Tafa Gueye rempile. Je propose de suivre les explications d'Ali Atala et Chersa de Bouyara. Les nouveaux attelages techniques des sélections nationales sont connus. Si pour les Lions, l'entraîneur principal reste Moustapha Gueye, les Lions, eux, ont un nouveau sélectionneur, Porfirio Fisac de Diego, un Espagnol qui remplace Chersar. Tafa sera accompagné de Sir Parfait Argibon, qui avait accompagné, comment dirais-je, Chersar, qui accompagne Tafa. Et nous sommes tombés d'accord avec un entraîneur espagnol. Tenez-vous bien, je dis un entraîneur espagnol qui a une équipe de première division espagnole, qui a entraîné l'équipe nationale d'Espagne junior, qui fait parmi les formateurs les Paul Gasol et tout ça. Vraiment, c'est un entraîneur qui est disposé pour venir entraîner le Sénégal. Et cet entraîneur-là, il s'appelle Porfirio Fisac de Diego. Pour la Fédération sénégalaise de basketball, l'ambition est de monter sur le toit de l'Afrique en 2017. À travers les pré-olympiques, essayer de mettre en place une équipe nationale qui sera compétitive pour reconquérir le titre en 2017. Donc pour les préliminaires, et c'est vrai que nous voulons une bonne participation, nous voulons, mais il faut mettre en place une équipe compétitive nous permettant de gagner en 2017. Pour les filles, et c'est pareil, au niveau du jeu et des Jeux Olympiques, nous voulons côtoyer cette fois-ci. Nous partons aux Jeux Olympiques pour côtoyer le niveau mondial. C'est quand même difficile. On ne peut pas dire que nous allons gagner, mais on peut côtoyer le niveau mondial et vraiment jouer de près avec ces équipes-là. Le nouveau sélectionneur des Lions a déjà du pain sur la planche avec le tournoi pré-olympique qui se profile à l'horizon. Tafa Gueye, son homologue chez les Lions, doit composer une équipe compétitive aux Jeux Olympiques de Rio 2016. Cher Salman, président de la Confédération asiatique de football et le candidat de l'Afrique pour la présidence de la FIFA, dont l'élection est prévue ce vendredi en Suisse. Selon Badara Mamayasen, président de la commission centrale des arbitres de la CAF, il représente un partenariat stratégique pour la Confédération africaine de football et pour le renouveau de la FIFA. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Tierno Laurent Mendy et Cher Sadi Boudiara. La Confédération africaine de football à laquelle j'appartiens a pris une position nette, claire et précise. Position adoptée d'ailleurs il y a 2 jours par l'Union des zones l'UFOA, zone ouest A, présidée par notre ami Augustin Senghor. Sans embâche, non seulement nous battons, mais nous allons voter pour le Cheikh Salman. Parce que nous pensons que nos 2 confédérations réunies pour apporter le renouveau et le dynamisme et les changements, en tout cas souhaités au niveau de la COF. Là, c'était le dernier élément de ce journal. Merci Léa. Merci à toi, cher Tidiane. Voilà, prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le